hello et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un spécial gastronomie 100% française. Et c'est tout de suite. Blanches et légères comme un nuage, les meringues de la Meringuée accueillent crème subtile et fruits colorés, un plaisir pour les yeux et les papilles. Le roi de l'illusion et de la gourmandise, c'est le chef pâtissier Cédric Grolet. Il nous ouvre les portes d'un univers gourmand et tellement créatif. Bonjour vos vaches cochons, avis aux Parisiens. Chaussez vos bottes et n'ayez pas peur de la boue. On vous emmène à la ferme. À l'heure du goûter, c'est cookies pour tous grâce à Claire et Julie. Des jolis palais chocolatés qui donnent l'eau à la bouche. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% gastronomique. C'est Point de Vue. Planter, pousser, manger, le tout en circuit fermé, c'est l'idée de MyFood et de sa serre connectée. Retour aux sources et autosuffisance alimentaire sont les maîtres mots d'un concept écolo et durable. Aquaponie et permaculture fricotent sous la verrière pour vous fournir fruits, légumes et aromates toute l'année. C'est un grand oui. Sous cette grande halle se cache une soixantaine d'artisans de bouche et de commerçants avec chacun leur spécialité. Ce haut lieu de la gastronomie lyonnaise était autrefois le marché de prédilection du chef Paul Bocuse, qui vient ici approvisionner. Nous, on n'est pas chef, mais on a bien envie d'aller y faire un tour. Après l'émission de radio, le livre, et cette fois, on va y déguster la France en 431 pages. Quelle est la différence entre la moutarde de Dijon et celle à l'ancienne? Faut-il manger la peau du saucisson ou dans quelle région trouver les meilleurs beignets? On en a déjà l'eau à la bouche, nous on déjeunerait bien avec Gaudry et ses amis. Aux portes de Paris, on peut trouver de gros chaudrons en cuivre dans lesquels mijote une délicieuse mixture qui deviendra confiture. Ici, que des fruits de saison, pas de produits chimiques et du sucre de canne non raffiné qui donneront la base parfaite à l'élaboration de recettes surprenantes. Nous, c'est tomates jaunes et poires pochées pour le petit déjeuner. Une bonne meringue est craquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Et qui de mieux que le cofondateur de la Meringuée pour nous en parler? Aujourd'hui, on s'intéresse à une gourmandise culte. Très légère, Légère, Le contraste de texture, moelleuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. une petite coque croquante. ça craque à l'extérieur. Pas trop sucrée et pas complètement sèche. Elle a un petit parfum secret, même si vous me chatouillez les pieds, je vous le dirai pas. Elle est bien lisse et bien nacrée aussi. Visuellement, faut qu'elle soit belle. Mais de quoi parle-t-il? De la meringue bien sûr, et plus précisément de la pavlova, cette préparation à base de meringue qui s'associe à de la crème fouettée et des fruits frais. L'histoire de la meringue remonte au XVIIIe siècle et les hypothèses vont bon train sur son invention. Quant à la pavlova, nommée en hommage à une ballerine russe, Australiens et Néo-Zélandais s'en disputent la paternité depuis les années 20. Bref, la seule date dont on est sûr, c'est 2015, quand Benoît et Marie se sont décidés à lancer leur concept, la meringuée. Une manière de se réapproprier cette recette dont ils ont toujours été friands et de redonner ses lettres de noblesse à la meringue. La meringue, pour beaucoup de gens, c'est le produit un petit peu régressif, sec, un petit peu trop sucré. La meringue, c'est aussi la meringue moelleuse, celle qu'on retrouve par exemple sur la tarte au citron meringuée. C'est aussi l'omelette norvégienne, c'est une forme de meringue. Donc la meringue, c'est un grand pan de la pâtisserie française qu'on a un petit peu trop souvent réduit à ce produit. Donc nous, on voulait en fait ressortir un petit peu la meringue de cette image pour la faire goûter différemment avec ce côté moelleux. Justement, c'est quoi le point fort des meringues, la meringuée? Ce qui me plaît, c'est le mélange des textures. Donc la meringue croquante et le son moelleux, la crème et les fruits frais. C'est le mélange des goûts aussi, puisque vous avez des crèmes qu'on parfume avec des parfums un peu originaux comme la baie de Timut, comme le whisky cette semaine par exemple. Et puis un mélange de fruits. Donc vous avez un début de bouche, vous avez un milieu de bouche et vous avez un fin de bouche. Et c'est assez intéressant d'un point de vue gustatif. La boutique propose 5 recettes, dont une qui tourne chaque semaine au gré des envies et des saisons. La recette de leur meringue idéale, ils l'ont travaillée avec des chefs en laboratoire pendant des mois. Aujourd'hui, c'est Charlotte qui est à l'élaboration. Là, je vais pocher les grands formats en meringue. Et du coup, je commence par un cercle sur chaque disque. Et ensuite, j'ajouterai les volutes. Ce qui me plaît dans ce produit-là, c'est sa fragilité. C'est le fait qu'il faut vraiment une longue période d'observation pour pouvoir maîtriser à peu près le produit. C'est un produit
hyper sensible à son environnement, que ce soit en température ou en humidité. Donc il faut vraiment faire attention. Et puis c'est aussi une sorte de jeu de savoir quel facteur joue sur sa composition. Un produit complexe et fascinant donc, mais en tant que pâtissière, on ne se lasse pas de n'en travailler qu'un seul. Sa déclinaison est assez infinie. Donc pour l'instant, je ne m'ennuie pas. Déjà juste la variation de taille, de goût et d'association avec les crèmes et les fruits fait que j'en ai pas encore fait le tour. Et oui, Charlotte cherche, teste, explore, elle est toujours en quête de nouvelles associations de saveurs. Nouvelles crèmes, nouveaux fruits, pourquoi pas une meringue salée ou végane, elle ne manque pas d'idées. Mais en attendant de voir ces nouvelles créations, venez tester par exemple Pélagie, crème fouettée à l'infusion de citron vert, framboise et fruits de la passion, ou Augustine, crème infusée au thé fruits rouges, fraises, groseilles et framboises. Mieux encore, composez votre propre meringuée sur Internet ou en boutique, le tout est fait sous vos yeux. Le magasin a une vocation de transparence. On peut voir l'atelier où sont pochées, préparées et cuites les meringues. Et dernier élément important, toute la partie de dressage des meringués se fait dans l'espace de vente. Donc on voit petit à petit les meringués se dresser. La maison décline également des produits dérivés, comme par exemple les mookies, mélange de meringues et de cookies. De toutes les couleurs, de tous les goûts, la meringue n'a pas fini de poursuivre sa belle épopée gourmande. Que serait le Meurice sans les exceptionnelles créations du jeune chef pâtissier Cédric Grolet, découverte alléchante et enchanteresse. Si on vous montre ce citron, vous savez déjà que la main qui se cache derrière cette découpe est celle du chef pâtissier du Meurice, Cédric Grolet, élu meilleur chef pâtissier du monde en 2018. Rien que ça. Le chef enchaîne les récompenses et a même étendu les cuisines du Meurice à un laboratoire boutique. En plus de déguster son tea time dans le célèbre palace, on peut maintenant repartir avec son citron et le déguster plus tard. Citron, tarte framboise, figue, Paris-Brest ou autres gourmandises, Cédric Grolet est un véritable ambassadeur de la cuisine française. On a vraiment beaucoup de chance, nous les Français, d'habiter en France et surtout à Paris. On a une culture générale sur la pâtisserie qui est incroyable. Depuis tout petit, depuis que je suis né, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on a toujours vécu dans la pâtisserie. Et je trouve que la pâtisserie, depuis qu'elle a commencé, elle a évolué grâce à plein de chefs pâtissiers. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, de faire avancer toute cette culture de pâtisserie française. Des classiques de la pâtisserie, mais qui s'adaptent aussi au palais moderne. Et aujourd'hui, on a la possibilité de conserver les produits avec très peu de sucre. Et ça, c'est l'objectif, c'est d'aller affiner le produit tout en gardant, comme un Saint-Honoré, je prends ce côté original du produit quand je l'ai appris quand j'avais 14 ans, 15 ans à mon apprentissage. Aujourd'hui, j'en ai 33 et j'essaye de l'affiner et le mettre à un goût plus précis, plus net, plus efficace. Ce que j'aime, c'est la pâte sucrée, là, elle est vraiment nette, parfaite, vraiment très pâtissière. Et là, on est sur quelque chose de très grand-mère. J'aime bien ce contraste-là. Mais comment faire pour prolonger l'excellence et sans cesse se renouveler ? Ce qui est important, c'est d'avoir une possibilité d'ouverture. Il y a 3-4 ans, je disais toujours je sais faire, je sais. Et en fait, là, dès qu'on commence à se dire je sais, on n'apprend plus. Et le fait de ne plus apprendre, on n'évolue plus. Donc, dès que j'évolue à l'étranger, tout ce que j'écoute, tout ce que j'apprends, même si c'est des pâtissiers qui sont là pour que je leur apprenne la pâtisserie, eh bien moi, j'écoute leurs questions. Et en fait, je pense pour être un bon pâtissier, le meilleur ou un bon pâtissier, c'est d'être ouvert envers les autres et écouter et faire évoluer sa pâtisserie tous les jours. Je mettrai un petit nappage avec des petits points noirs et un coup de décapeur derrière. Ça fait trop parfait. Cette ouverture d'esprit, Cédric Grolet l'applique surtout lors de l'élaboration de ses nouvelles recettes. Il goûte et en fonction de son ressenti, commence à penser à une nouvelle idée. Johan Caron, son sous-chef, est à ses côtés depuis plus de 6 ans et c'est cette personnalité très créative et cet amour pour la pâtisserie qui les ont rapprochés. La pâtisserie, il n'y a pas de limite sur les fruits secs, les fruits, les techniques. On peut toujours inventer plein de choses. Et vu que Cédric est, je pense, le chef
qui a le plus d'idées à la minute que j'ai rencontré. Quand je suis arrivé, j'ai dit c'est là que je veux rester avec lui, quoi. C'est incroyable les idées qu'il a à la minute. Et c'est ce qui m'a fait progresser. Et Johan ne croit pas si bien dire. Régulièrement, les fournisseurs Maison Colomb rendent visite aux chefs pour proposer leurs produits de saison, la plupart produits en France. Et ce matin-là, en moins de 10 minutes, Cédric et Johan ont imaginé 4 nouvelles recettes. On va faire une tarte figue avec feuilles de figuier. On le pose ça dans une serviette et le serveur prend un pic, il pique dans la cabosse et il la mange comme ça. Ou même un chocolat au marron ou des choses comme ça. Il faut le remarquer, c'est vraiment très bien. Tu poses la feuille comme ça dans le dessert et tu dresses un dessert au marron à l'intérieur. Ça peut être joli, hein. Avec Johan, on s'arrête jamais en fait. Il n'y a pas un moment là on faisait la tarte aux figues, on a coupé les figues comme ça, mais je les ai jamais coupées comme ça. D'habitude, je les coupe pour que ça soit joli, bien rangé, bien net. Mais là, les figues ont voulu qu'on les coupe juste le plus propre possible pour qu'on ait vraiment un insert et un goût de la figue. L'idée, c'est de s'amuser en fait avec la pâtisserie et ça nous permet de faire des choses incroyables. Cette spontanéité, Cédric Grolet la cultive à travers ses pâtisseries audacieuses où le goût, aussi soigné que le visuel, chatouille nos papilles. Son nom est déjà sur toutes les bouches, mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Bonjour Cédric. Bonjour Katharina. Parfois vous dites, quand j'enlève ma veste de cuisinier, je suis quelqu'un d'autre. Et le Cédric avec la veste de cuisinier, alors c'est qui exactement, Cédric Grolet? Le travail du métier de pâtissier, je le fais depuis tout petit et c'est quelque chose qui est très important dans ma carrière, dans ma vie et dans ma vision de voir les choses. En fait, j'ai toujours appris que le travail, c'est le travail et la vie privée, c'est la vie privée, de jamais mélanger les deux. Donc j'essaye de différencier ces deux personnes. Pourtant, vous n'étiez pas toujours l'élève le plus concentré de la classe. Quand on revient un tout petit peu en arrière, on sait que l'école, ça a été compliqué, mais dans votre famille, on aimait les bonnes choses, la cuisine, et notamment votre grand-père vous a donné en quelque sorte votre vocation? Dès que c'était manuel, j'étais toujours à fond, le premier, et j'adorais ça. Et mon grand-père a commencé à me prendre avec lui en cuisine pendant ma période de vacances. Et ça se passait extrêmement bien. Mon grand-père était extrêmement dur. Et tout le monde avait peur de lui. Et moi, en fait, je trouvais ça super intéressant, sa vision de faire les choses, sa vision de cuisiner, sa vision d'être, en fait. J'adorais ça. Et donc, du coup, j'étais toujours avec lui petit. Quand j'ai commencé à pâtisser, c'est quand j'ai commencé à goûter une glace vanille. C'était pour moi comme une étoile, en fait. Comment s'est fait une étoile? Quand j'ai mis ce doigt dans cette glace vanille, je n'arrivais pas à la tenir parce qu'elle glissait. Je n'arrivais pas à la récupérer dans cette machine immense. Et j'ai commencé à faire petit à petit des gâteaux à la maison, acheter des moules, acheter n'importe quoi. Et mes parents n'en pouvaient plus des gâteaux dans tous les sens. Et petit à petit, la pâtisserie est venue. Et du coup, pourquoi vous êtes spécialisé en pâtisserie? Quelle est la différence fondamentale entre un cuisinier et un pâtissier? En fait, je trouve que la pâtisserie, c'est extrêmement raffiné, extrêmement coloré et des possibilités beaucoup plus longue dans le temps. Ça veut dire qu'une pâtisserie, ça reste éphémère. Il y a des pâtisseries de restaurants, c'est éphémère. Mais un cuisinier, je trouve qu'on mange parce qu'on a faim, parce que c'est le corps humain, il a besoin de manger. Une pâtisserie, c'est le côté une gourmandise. Voilà, c'est le côté, le petit truc en plus. On n'est pas obligé de manger une pâtisserie, en fait. C'est un luxe, c'est avoir une possibilité de se faire plaisir à quelqu'un. Et je suis quelqu'un qui aime énormément les couleurs. J'adore les textures, les couleurs, les contrastes. C'est le côté artistique dans mes desserts que je peux mettre et que dans la cuisine, je ne pouvais pas mettre. Je suis extrêmement à l'aise avec le sucre. Vous êtes à l'aise avec le sucre, vous êtes aussi à l'aise avec le visuel. Comment, par exemple, vous est venue l'idée des fruits, de trempe-l'œil des fruits? En fait, quand j'étais petit, je mangeais énormément de fruits. Mes parents m'ont éduqué vraiment sur des choses relativement très simples. Et au lieu de me donner des gourmandises, ils me donnaient des fruits. Quand j'ai commencé à arriver chez Fauchon, j'avais 20 ans, j'ai commencé à sculpter les desserts. Et non les fruits, mais des desserts. J'ai fait des carrés, des ronds, j'ai fait plein de trous dedans, j'ai fait plein de choses. Et un jour, je me suis dit, mais tous les pâtissiers de la Terre font des desserts aux fruits, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les fruits, ils les mixent et ils les mettent dans des couches et on ne les voit plus. Et je trouve qu'un fruit, visuellement, c'est beau. Et en plus, ça m'a permis de représenter la saison sur le côté visible et sur la dégustation. Et maintenant, c'est un jeu pour moi, c'est vraiment un jeu. La pâtisserie est un métier très exact. On doit vraiment suivre un cahier de charges, des mesures, on doit peser, tout. Comment garder la fraîcheur, l'imprévu, l'accident? Quand je vois les cuisiniers au Meurice et qui cuisinent quelque chose, la viande, ils ne la posent pas sur la table, ils disent c'est 3 minutes et c'est cuit.
Ben, c'est la même chose pour mes cerises. En fait, j'essaye de m'adapter à ce que la nature me donne et je cuisine de plus en plus mes desserts. Après, le physique, là, oui, doit être vraiment très très important. La cerise, elle doit être tout le temps pareil, glacée de la même façon que le glaçage tienne. Donc là, c'est complètement autre chose. Mais en fait, j'allie le côté cuisinier et le côté pâtissier et j'apprends des cuisiniers pour arriver à faire évoluer ma pâtisserie. Cédric, quand on est dans l'excellence comme vous l'êtes et quand on est dans des métiers créatifs de toute façon, plus ça va, plus on va vers l'épure. Comment garder l'innovation tout en épurant vos créations? Mais en fait, je pense que dans la vie, les choses les plus simples, c'est le plus difficile à faire. Une très très bonne tarte aux framboises, avec 2-3 recettes à l'intérieur, c'est extrêmement bonne, très bien cuite, très bien foncée, avec des bonnes framboises, avec surtout le bon assaisonnement, et c'est ça qui va faire la différence. C'est d'avoir, on le met en bouche, et là, ça va provoquer des souvenirs. Quel est votre dessert préféré du moment? Je pense que c'est la nouvelle noisette que j'ai créée. Vous pouvez me décrire la sensation en bouche quand on la mange? C'est comme si on décrochait une noisette dans un arbre. J'avais envie de dire aux clients, fermez les yeux, mangez cette noisette, et vous êtes dans la forêt en train de croquer cette noisette, mais elle a ce côté encore plus agréable. Merci Cédric. Avec plaisir. Plus la peine de traverser le périph' pour profiter de l'air de campagne. Voici 3 adresses pour découvrir la ferme au cœur de la capitale. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous proposer une balade parisienne sur le thème de la ferme. Suivez le guide. Et que vous nous croyez ou non, notre balade commence à la ferme pédagogique de Paris, située au cœur du bois de Vincennes. Ici, vaches, chèvres, dindons, truies ou encore oies vous attendent. Elle a pour but de présenter aux Parisiens ce que c'est qu'un élevage, ce que peut être un élevage d'agriculture biologique. Et donc on crée un lien en fait entre le citoyen et les éleveurs. Et cette ferme fonctionne comme une véritable exploitation agricole. Les visiteurs sont même invités à des ateliers, comme par exemple pour la tonte des moutons, mais pas que. Des ateliers thématiques sur l'alimentation durable, le gaspillage alimentaire, des ateliers de jardinage et aussi des ateliers liés à la création d'une parcelle de permaculture. Les fruits et les légumes de la parcelle sont ensuite utilisés pour les repas partagés. Et ce projet de ferme pédagogique risque bien de se développer dans d'autres endroits de la capitale. Et on crée aussi des fermes dans Paris, des petites fermes de 2000 m². Vu que la ferme a une vocation pédagogique, elle ne vend pas de produits, mais qu'à cela ne tienne, direction maintenant le 11e arrondissement de Paris. Ici, pas d'animaux, mais des produits issus de l'agriculture paysanne et de la pêche artisanale. Légumes, crèmerie, poissonnerie ou encore charcuterie-traiteur, leur point commun, c'est l'amour du produit. Point positif, on peut même y passer à la pause déjeuner pour un sandwich au jambon fumé. Direction maintenant le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, à la découverte de la première laiterie de Paris. C'est une première parce que ça n'existait pas avant. Il y avait des laiteries qui collectaient le lait de la brie pour l'amener aux Parisiens, le lait frais. Ça a disparu avec l'arrivée des grandes surfaces notamment et la stérilisation. Donc nous, on reçoit du lait de vache, de chèvre, de brebis, bio pour la plupart ou en conversion, qu'on transforme ici en fromage, yaourt, produits laitiers, lait, riz au lait, plein de produits. Plein de produits laitiers, bien sûr. Si certains Parisiens abandonnent la vie citadine pour l'air pur de la campagne, Pierre, lui, a quitté sa ferme pour le béton. Une idée qu'il a affinée lors de ses voyages. Ça a été inspiré par des fromageries urbaines que j'ai pu croiser à San Francisco, que j'ai croisé à Londres. Et je ne comprenais pas que ça n'existe pas à Paris, vu qu'il y avait toute la logistique pour le faire. Et comme moi j'aime cette ville, et que c'est l'endroit où je veux vivre, j'ai décidé de faire mon métier, mais dans l'endroit où je vivais. Et dans cette fromagerie urbaine, on fabrique, on affine et on vend. Sur les étals, des yaourts de lait de vache ou de brebis, des fromages 100% Paris, mais pas que. Il
y a des produits que je ne m'embêterais pas à faire à Paris. Il y a des produits dont leur essence, c'est la montagne, c'est l'Auvergne. Donc, il n'y a aucun intérêt à les reproduire ici. Par exemple, j'ai été faire du cheddar en Écosse. On fait un cheddar ici affiné avec la bière de la Goutte d'Or qui est brassée à côté. L'avantage à Paris, c'est qu'on n'a pas d'appellation. Donc, on est libre de faire vraiment ce qu'on veut en termes de gamme. Et ça permet de booster notre créativité, de faire un fromage type manchego, mais avec du lait de chèvre. Alors que le manchego, c'est au lait de brebis, de l'affiner avec de la cire d'abeille, parce que c'est un truc que j'ai croisé en Bretagne. Donc, ça nous amène vachement de créativité, en fait, ces voyages. De brebis, de vaches ou de chèvres, Savoie et Franche-Comté n'ont qu'à bien se tenir. Les fromages parisiens arrivent sur vos tables. Quoi de plus Frenchy que les cookies de Claire et Julie, obsession monoproduit pour les deux amies qui ont mis leur talent au service des biscuits. Miam. À les voir façonner leurs biscuits, Claire et Julie semblent faire partie du monde de la pâtisserie depuis longtemps. Cookies aux innombrables saveurs, muffins aux framboises ou encore moelleux au chocolat, une fée gourmande s'est sûrement penchée sur leur berceau. Pourtant, il y a encore quelques mois, leur vie était loin des fourneaux. J'étais journaliste pour des boîtes de production. J'ai travaillé pendant plusieurs années en pilotage budgétaire. Des écrans et des chiffres qui ne passionnaient plus vraiment Claire. Quand j'ai arrêté de travailler, c'était vraiment un burn-out. J'ai craqué. L'avantage de craquer, c'est que justement, ça force à se poser les bonnes questions et à écouter les vraies réponses. Et donc là, ça m'a forcé à me dire, mais en fait, j'ai vraiment envie de faire de la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que je veux en faire exactement, mais là, tout de suite, j'ai envie d'en faire. De son côté, Julie, elle, a toujours aimé la pâtisserie. Après quelques cours de loisirs, un de ses profs lui propose de passer le diplôme et sans trop savoir pourquoi, elle accepte. En fait, au début, je me suis dit, je vais passer le CAP, en tout cas. Je vais essayer de passer le CAP, je vais suivre cette formation. Mais je n'avais pas prévu d'arrêter le journalisme et de changer de vie comme ça du jour au lendemain. Sauf qu'au bout de plusieurs cours, en fait, ça m'est apparu un petit peu comme une évidence. Et je me suis dit, non mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est durant leur CAP que les deux apprenties pâtissières se croisent. En cours d'année, Claire rencontre une gérante de boutique de cookies qui veut vendre son affaire. Mais la jeune fille tient à passer son diplôme et décline une première fois la proposition, avant que son destin ne la rattrape. Au tout début de l'été, je venais de passer mes examens et je n'avais pas encore les résultats. Elle m'a recontactée en me disant que son projet de vendre avait pris du retard. Pour pouvoir accepter cette opportunité-là, je ne voulais pas le faire seule. Je voulais absolument m'associer. J'étais en vacances en Corse et j'ai reçu un appel de Claire. Et puis j'étais au fin fond du maquis, ça captait pas. Donc je me suis dit, bon, je la rappellerai plus tard, ça doit pas être urgent. J'ai fini par, par écouter ce qu'elle m'avait laissé comme message. Je lui ai dit, laisse-moi tranquille, je suis en vacances. Et puis, t'es complètement folle, jamais on pourra acheter quelque chose en plein Paris. Mais heureusement, Julie partage ce petit grain de folie avec Claire et les deux rêveuses se lancent dans l'aventure. Juste derrière le comptoir, elle crée des produits de manière entièrement artisanale. À titre personnel, c'est le mot, je pense, qui veut tout dire en fait, dans ma reconversion. Dans ma vie professionnelle d'avant, à un moment donné, je me suis rendu compte que une des choses qui me posait problème, c'est que mon corps ne servait à rien, si ce n'est à me déplacer. Et là, la dimension créer, fabriquer quelque chose est très importante pour moi et donne du sens et représente quelque chose de concret. Mais le faire pour de vrai avec les mains, être obligé de mobiliser des muscles qui ne nous servaient à rien, par exemple pour porter des paquets de 25 kg de farine ou autre, mais c'est chouette. Les cookies restent le produit star de la boutique, mais Claire et Julie développent toute une gamme de biscuits. Le brookie, mélange de brownie et de cookies, ou encore des macarons à l'ancienne sans gluten, autant de gourmandises qui séduisent les becs sucrés. On vend à des professionnels, on vend à des épiceries fines. En fait, nos biscuits sont référencés dans certains magasins. On livre des restaurants également. On est au Printemps du Goût depuis peu. Donc ça, c'est assez classe, quoi. Depuis peu, les deux pâtissières proposent aussi des quiches, salades et soupes pour le midi, avec toujours pour maître mot du fait maison et de la générosité. On a vraiment envie d'un produit gourmand, parce qu'on est très gourmande. Ouais, toutes les deux, c'est un problème parce qu'on est très tentés en fait. Mais c'est cette tentation qui leur a fait franchir le pas. Un peu de courage, une dose d'ambition et beaucoup de passion, c'est certainement la meilleure recette
pour démarrer une nouvelle aventure. La version française est déjà terminée, j'espère vous retrouver très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.